Je voulais peut-être finalement poser ma dernière question, qui n'est peut-être pas une question, mais une remarque. Il me semble que dans le travail que tu as fait, Evan, que tu fais, pardon, celui que j'ai lu, en tout cas pas celui que je mets au passé que ma lecture, ce qui est intéressant aussi, c'est que partant, et ça c'est ton itinéraire à toi aussi, partant de l'art contemporain, partant d'un certain nombre de figures d'artistes, d'actions d'artistes, d'une certaine façon, la question qu'on se pose là, tu l'as posée complètement à l'envers. Tu avais déjà des objets, et tu as construit l'histoire. Comme s'il y avait effectivement et c'est la situation presque inverse de ce qu'on décrit là, où on sait qu'il y a des histoires, effectivement, et où on est obligé de se donner des objets. C'est peut-être un intérêt de faire de l'histoire comme critique d'art, du coup, d'avoir un corpus qui est très spécifique, que sont les œuvres, mais qui sont, du coup, très solides comme matériau à l'histoire, comme construction culturelle. Mais la question de l'histoire, en fait, elle venait pour rejoindre un peu ce que proposait Françoise par rapport à cette question de l'esclavage. C'était très étonnant pour moi de voir à quel point, et c'était une découverte parce qu'évidemment c'était un champ que je ne connaissais pas du tout, de voir à quel point, à la fois dans les récits des artistes, mais aussi des différents historiens qui composent effectivement la famille, disons, culturelle africaine-américaine, la question de l'esclavage était omniprésente. La question de l'esclavage et de la généalogie. Et effectivement, pour moi, il était assez troublant de me dire, je travaille sur l'art contemporain, j'essaye de construire une histoire de l'art contemporain africain-américain depuis les années 60, mais je suis inévitablement aspirée tout le temps jusqu'à une période que je n'ai effectivement pas étudiée, que je connais relativement mal, mais qui est citée de façon récurrente par les artistes contemporains. Et effectivement, selon les différentes pratiques, soit ces citations étaient véhiculées par des références directes à une culture africaine totalement méconnue par les artistes africains-américains. C'était une Afrique fictive et totalement inventée ou alors inscrite sur les questions posées par Marcus Garvey dans les années 20 aux États-Unis, qui avait créé cette société de bateaux qui s'appelait The Black Star Line, qui comptait ramener les Noirs américains en Afrique, et qui était totalement une espèce d'utopie pour laquelle il s'est fait virer des États-Unis d'ailleurs. Mais les Africains-Américains ont un rapport comme ça extrêmement troublé à leur mémoire et à leur passé. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que dans les années 70, quand il y a eu cet ouvrage Roots de Alex Haley, et la série télévisée qui avait suivi, il y a eu comme ça un intérêt, un engouement pour la généalogie africaine-américaine absolument énorme, pas seulement pour les Africains-américains, mais aussi pour tous les autres groupes immigrés aux États-Unis. Et c'est vrai que pour revenir aux pratiques contemporaines, que ce soit des artistes comme David Hammons, ou que ce soit des artistes comme René Green, ou même des artistes comme Lorna Simpson, chacun à leur manière, ou Fred Wilson, chacun à leur manière, ont un regard vers cette mémoire qui s'inscrit à la fois par un rapport à une mémoire qui est finalement la mémoire, leur propre mémoire contemporaine, d'artistes, et puis toujours des référents avec des périodes plus anciennes. René Green, par exemple, en faisant à la fois un travail sur une mémoire contemporaine des années 70 pour faire des références à l'histoire de l'art contemporain, mais remontant aussi au récit des voyageurs et des explorateurs, par exemple, ou à la Vénus au Tinto, par exemple. Quelqu'un comme David Hammons va nécessairement partir vers des références à la philosophie africaine qu'il aura rencontrée via le travail de quelqu'un comme Faris Thompson, qui lui va permettre la connaissance, l'inscription vernaculaire justement de ce que l'Afrique a pu laisser dans le sud américain. Donc il y a plein de questions comme ça qui se passent où un travail sur l'histoire de l'art contemporain tel que j'aurais pu le mener m'a donné d'abord la possibilité de retourner vers un passé esclavagiste et la façon aussi dont la culture africaine-américaine s'était retrouvée, contrairement à ce qui a pu se passer par exemple avec la colonisation britannique,
et l'esclavage dans les îles et aux Caraïbes, par un espace qui était beaucoup plus paternaliste déjà. Enfin, dans les plantations, il y avait un rapport où tout le monde vivait ensemble, etc. Et du coup, dans le même temps, une rupture encore plus brutale avec cette origine, et qui est aussi très souvent travaillée par les artistes contemporains. Enfin, je veux dire, c'est un espace au sopi. Et du coup, c'est vrai que ce travail passait aussi de façon un petit peu complémentaire avec la constitution donc d'archives et d'un territoire comme ça beaucoup plus généalogique, et dans le même temps une inscription extrêmement radicale de ces artistes dans leur espace contemporain et dans l'espace de l'art contemporain. C'est-à-dire que la discrimination raciale qu'ils avaient subie était effectivement, les avait évincés de ce milieu de l'art contemporain de l'époque, mais le travail produit, donc je parle là plutôt des artistes des années 60 et 70, mais le travail produit, lui, par le biais de la performance, par le biais de l'installation, par le biais de l'art conceptuel, était un espace qui existait complètement, parallèlement, inscrit dans les pratiques contemporaines de cette époque. Donc il y a comme ça effectivement un aller-retour assez constant d'une contemporanéité de la pratique, mais une volonté comme ça d'exister dans une généalogie africaine pour les artistes africains. Et pour raconter une anecdote comme ça, par rapport à l'exemple que vous donniez aussi, David Hammons était toujours extrêmement choqué par le fait que quand il allait visiter des collectionneurs ou aller chez eux, la première chose que les collectionneurs lui montraient, c'était les masques africains qu'ils avaient, juste parce qu'il était effectivement africain-américain. Il disait, mais je comprends pas pourquoi ils me montrent ça. Donc en fait, il y avait effectivement aussi on est dans un espace où les choses restent extrêmement stéréotypées. Donc c'est vrai que du coup la constitution d'une histoire, c'était pour essayer de combler, entre guillemets, de façon un peu humble néanmoins, une histoire que moi j'avais envie effectivement de connaître. Et du coup je me suis dit que c'est très bien de pouvoir la construire ou essayer de la mettre en place pour que ça puisse continuer. Parce que c'est vrai que ce travail, en fait, tel quel, n'existe pas non plus aux États-Unis. J'avais une question. Finalement, les approches théoriques des pratiques artistiques ou culturelles non occidentales sont toujours formulées dans un environnement occidental finalement, en langue anglaise ou dans des contextes américains. Et je voulais savoir si c'était important pour éviter de tomber dans les cahiers de l'exotisme justement, qu'une théorie soit développée justement par des théoriciens non occidentaux et peut-être même dans une langue non occidentale, enfin, s'il y avait, s'il y avait d'aller dans ce sens-là, pour éviter de tomber finalement dans ce côté de une occidentalisation qui forcerait à une certaine perception exotique de ces pratiques culturelles-là. Moi j'ai l'impression que malgré tout, il ne faut pas se leurrer, on est dans un espace où pour que les choses puissent exister, elles doivent passer par une circulation effectivement, le terme c'est un terme que j'aime pas du tout, mais international disons. Et on est quand même dans un espace aussi où la question disons de la circulation des informations passe quand même par une langue qui est en l'occurrence l'anglais. Et je me souviens, c'était une de nos premières rencontres avec Françoise, c'était au moment où justement elle était en train de préparer la plateforme Créolité-Créolisation qui s'est tenue à Sainte-Lucie, donc je pense une toute petite île où étaient invités les intellectuels, des intellectuels très importants et des artistes très importants qui allaient effectivement discuter entre eux à Sainte-Lucie. Et je me souviens que très naïvement, j'avais dit « Ah, c'est dommage, moi je ne pourrais pas y aller, donc en fait ça aurait été tellement mieux que ça puisse se passer quelque part de plus proche. » Et la réponse de Françoise avait été effectivement extrêmement frontale en disant « Non, c'est justement, il faut se déplacer. » Et ça, c'était un élément qui, dans le cadre contemporain, passe par aussi une interrogation. C'est-à-dire que certes, la langue utilisée est principalement la langue anglaise, mais ce n'est pas pour cela que cette langue ne circule pas et qu'elle ne peut. Et finalement, c'est aussi un moyen de pouvoir diffuser ces théories, ces idées, ces concepts, ces pensées,
c'est de pouvoir et que la plus grande majorité des gens puissent la lire. Donc c'est un peu une langue commune en l'occurrence. Donc si c'était effectivement... Alors après, comme le dit Françoise très justement, par rapport à la situation historique de l'océan Indien, il y a eu des rapports sans que les Occidentaux puissent être mêlés à ces choses-là. Donc ça, ce sont des choses qui nous restent largement méconnues, peut-être dans le monde occidental, parce que c'est des choses qui précèdent en fait l'arrivée des Occidentaux dans ces régions. Mais néanmoins, et je pense que c'est aussi un élément qui renforcerait un peu les formes de nationalisme